Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui s'est fait annoncer probablement la pire nouvelle qu'on peut se faire annoncer un jour, soit il vous reste que quelques mois à vivre. Dave Parizeau, bonjour, bienvenue à l'émission. Salut, salut. Dave, toi, tu as eu à combattre un cancer dans ton début trentaine. Tu avais quel âge exactement? J'avais 35 ans. Tu avais 35 ans. Ouais. Puis, tu sais, comme je disais, probablement, c'est la pire nouvelle qu'on peut se faire annoncer un jour. Comment tu as appris ça? Ben, en fait, tu sais, il faut savoir que les hommes, on n'est pas fort sur l'écoute de notre corps. Fait que je pense que ça faisait longtemps qu'il y avait des signes avant-coureurs, tu sais, en amont de tout ça. Puis, ben, tu sais, moi, je pensais que c'était un burn-out. Je pensais, parce que je travaillais énormément. Tu sais, j'étais directeur d'opérations fixes dans des concessionnaires automobiles. Fait que je cumulais les heures beaucoup. Puis, je faisais de l'animation d'événements de sport motorisé la fin de semaine. Je coursais ici à l'Autodrome Drummond. Fait que tout ça cumulé, j'ai dit, bon, probablement c'est de la fatigue. Ça fait 10 ans que tu roules ta bosse le pied au fond. Fait que mais là, plus ça avançait, c'était des symptômes qui s'apparentaient pas vraiment à de l'épuisement. Ça avait débuté avec des mal de dos. J'ai peut-être fait l'erreur quand on va consulter les premières fois, quand on donne une idée à un médecin, à un spécialiste. T'sais, moi, j'avais eu des accidents aux courses. Je me disais, bah, c'est peut-être des reliques de tout ça. J'étais rendu à 35 ans. J'avais eu ça en 2005. Fait que mais les maux de dos étaient de plus en plus intenses. T'sais, c'est comme si tu me craquais la colonne vertébrale. Fait que là, ça faisait de plus en plus mal. Mais je me disais, bon, ils m'ont donné une piqûre ou deux de cortisone. J'ai dit probablement que ça va finir par passer. Mais là, la cortisone a duré 48 heures à peu près. Puis après, j'ai recommencé à avoir aussi mal. À mesure que les mois avançaient, parce que c'est arrivé en 2021, on était rendu peut-être aux alentours du mois de juin. J'ai commencé à avoir le souffle super court. Puis le cœur qui me débattait tout le temps. Tu sais, je déchargeais des camions pour mes commandes de pièces, puis je venais tout tremble. Là, je dis, ça se peut pas, à 35 ans, j'ai beau être le gars qui est pas au gym 7 jours sur 7, là, puis qui est pas très sportif dans la vie, mais j'ai dit, ça se peut pas, là. Fait que, puis tu sais, j'étais rendu que j'étais plus capable de manger. Il y avait plein de choses que tu sais, je mangeais presque plus. J'ai passé de 192 livres à 149. Oh, quand même. En l'espace de 6 mois, mettons. OK. Aux alentours de la mi-août, peut-être début août, je coursais à l'Autodrome Drummond dans 2 catégories. Je remplaçais un ami dans sa voiture. Puis là, ça a été vraiment l'indice qui m'a dit, là, que je me suis dit à l'intérieur, là, ça fonctionne vraiment plus. Ma vision était rendue qu'elle se troublait. Moi, j'ai jamais eu peur de rien dans la vie. Je me suis peut-être pensé surhumain pendant longtemps. Puis là, je commençais à avoir peur au volant de la voiture de course. Mes nerfs, tout était déréglé, tout fonctionnait plus. Puis, j'étais en sueur, j'avais des maux là, comme si tu me plantais un couteau dans le dos. OK. À toutes les fois, je respirais. Fait que, encore là, un gars, c'est épais. Fait que là, j'ai continué, j'ai poussé. Le lendemain soir, j'ai été animé un événement de course. Et là, j'étais tellement essoufflé puis tellement pas en forme que quand le pilote gagnait ou j'étais obligé de lui tenir l'épaule, je le voyais plus. Ma tête était toute là, mais physiquement, là, mon corps était complètement en train de lâcher. Fait que la semaine suivante... Puis, ce qui est important aussi à dire dans tout ça, parce que ça, faut pas faire ça, c'est d'essayer de protéger tout le monde autour. Fait que moi, j'essayais de démontrer que j'étais top shape. Je voulais pas que personne voie que je souffre, mes parents, ma copine à ce moment-là. J'essayais de cacher le plus possible à mes employeurs puis tout. J'allais me cacher pour quand j'avais des faiblesses, pour pas que personne me voie. Parce que je me disais, ça peut pas arriver. Ça peut pas m'arriver. Mais en même temps, toi, tu étais début trentaine, Ouais. un gars hyper actif qui faisait des courses de char. Ouais. Est-ce qu'il y avait dans ton historique quelque chose qui aurait pu te laisser penser que ça allait s'en aller vers une maladie comme ça? Parce que j'ai pas d'hérédité. Ben, j'en ai eu un tout petit peu, une sœur de mon père qui finalement est décédée de ça après que j'ai eu 1 an de rémission. Mais tu sais, c'était pas quelque chose... je pense une tante qui avait eu un cancer de la peau, mais tu sais, rien de significatif pour dire hey, un cancer aussi intense que ça, tu sais.
Parce que là, c'est pas un premier réflexe, parce qu'il n'y en avait pas dans ta famille, il n'y en avait pas dans ton historique proche. Fait que j'imagine que cancer, c'est pas la première chose auquel on pense quand on a mal au dos. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais un peu imbécile là-dessus. Tu sais, je faisais, mettons, j'avais mal d'un coude, j'avais mal d'un poignet, j'ai un cancer du coude. Tu sais, je riais de ça. Tu sais, parce avec que, ça. Ouais, je me disais que ça m'arriverait pas à moi, tu sais. Puis, ben, finalement, la loterie, le 29 août 2021, s'est arrêtée sur moi. Tu sais, avec le recul, je me dis que si j'avais écouté plus mon corps, ça aurait été beaucoup moins intense. Parce que là, ça s'est avéré, à la première annonce, avant d'avoir la biopsie, c'était un cancer stade 4. Puis le 29 août, ils m'ont dit, tes chances de passer à travers, c'est 50-50, de finir l'année. Parce que stade 4, c'est le degré de cancer. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cancer généralisé, comme on entend, en médecine, ça n'existe pas. OK. Donc, c'est à partir d'un stade 3 fort et stade 4, là, c'est que plusieurs organes sont touchés. Puis moi, c'est en fait ce qui m'a amené vraiment à aller à l'hôpital, c'était ma respiration, tu sais. J'étais plus capable de rien faire. Mon cœur se débattait tout le temps, à moindre effort. Puis, lorsqu'ils ont fait les bilans sanguins, puis qu'ils ont fait le scan, le 29 août, ben, ils ont découvert qu'il y avait des caillots partout. Puis, ils m'ont même dit, M. Parizeau, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de caillots qui a monté à votre cerveau. Ben, je leur ai dit, c'est simple, j'en ai pas. Parce que toi, t'as repoussé ton rendez-vous à l'hôpital le plus tard possible. Oui. T'es rentré en ambulance, t'es pas rentré Je suis rentré... Je suis pas rentré en ambulance, je suis rentré presque sur mes pieds, par contre. T'sais, j'ai eu cet orgueil-là jusqu'à la dernière minute. Là. Pour revenir un petit peu avant, là, chronologiquement, la veille, j'étais chez mes parents. Ma copine, j'avais réussi à la convaincre d'aller au mariage de sa meilleure amie. OK. Parce que ça faisait 2 fois qu'il était reporté, puis je savais que notre vie était plate parce que moi, j'étais une larve sur le divan depuis 3 mois. Fait que j'avais dit, va t'amuser, puis tout. Mais dans la nuit du 28 août au 29, là, c'était insoutenable. J'ai même vomi du sang, puis ça fonctionnait réellement plus. Assez que t'es couché aux côtés de la toilette, tu te dis, hey, je vais mourir. Là, là, je pense que j'ai atteint le sommet. Je peux plus cacher ça. Je peux plus dire ça va se replacer, je vais me reposer. Là, ça prend de la médication, ça prend la médecine. T'sais. Puis je m'attendais au pire rendu là. Tu veux pas y penser, mais là, je me sentais beaucoup moins surhumain rendu là. Fait que j'ai enduré cette nuit-là. J'ai dormi chez mes parents. On avait un souper avec mon frère et sa conjointe de l'époque. Puis, dans la nuit, encore orgueilleux un peu et dans le but de ne pas inquiéter personne, je voulais pas réveiller mes parents. Fait que là, j'ai passé la nuit en petite boule à retenir mon souffle le plus souvent possible pour pas respirer. Puis là, ben après ça, là, à 6 h du matin, j'ai rampé dans le salon en broyant. Puis moi, j'ai un seuil de douleur assez élevé. Là, je dis, là, il faut faire de quoi, je vais mourir. Fait que là, on a été à l'urgence, ici à Drummondville. Puis aussitôt que je suis arrivé, ils m'ont tout de suite mis sur une civière parce que quand ils ont mis le petit bidule, que le nom m'échappe. Là, pour la tension? Ouais, pour le cœur. Ils ont vu que mon cœur battait à 188. Au palais. Fait que là, ils ont dit... on s'en va tout de suite. Là, ils m'ont installé un cathéter, ils m'ont hydraté, ils ont fait tout un bilan sanguin. Ils m'ont donné un bon calmant parce qu'après ça a été pas pire. Je pense qu'ils m'ont donné beaucoup de morphine. Puis, après ça, là, j'ai perdu un petit peu le fil du temps, mais il y a eu un scanner. Puis, c'est ça. Le scanner s'est avéré que j'avais une embolie pulmonaire sévère. J'avais les poumons bien plein de métastases. Puis j'avais un rein qui fonctionnait plus, que les ganglions étaient très, très enflés. J'avais toute la colonne vertébrale de L2 à aller quasiment jusqu'à L8. J'en avais sur la rate dans l'estomac. Puis à ce moment-là, ils ne savaient pas du tout c'était quoi la souche. Fait que pour eux,
c'était pas reluisant comme situation, là, tu sais, c'était même... à voir leur face, c'était pas Noël, là, tu sais, ça allait pas très bien. Ce qui a été dur dans tout ça, c'est de l'apprendre seul. Tu sais, moi, étant toujours aimant avec tout le monde autour de moi, puis dans le but de toujours protéger les gens. Mon père était là depuis 6h30 le matin. Il était rendu peut-être 12h45. J'ai dit, retourne à la maison. Mon père a 73 ans à l'époque, puis je le vois, il est nerveux, il est pas bien, il n'y a pas de place pour s'asseoir, puis tout. Je dis, écoute, ça peut être long. Là. Je dis, moi, gars, je suis en bonne main. Mais toi, pendant ce temps-là, t'es conscient, là, t'es tout là. Oui, je suis tout là. Puis, tu sais, ils m'ont donné beaucoup de morphine, probablement, parce que ça fait beaucoup moins mal. Okay. Puis, 15 minutes après qu'il soit parti, la médecin de garde rentre et m'annonce que j'ai un cancer grave. OK, fait que là, t'es dans ta chambre d'hôpital. Je suis à l'urgence. Je suis encore dans une section d'urgence. T'es encore à l'urgence. Ouais. Ton père est parti. Ouais. Ta blonde était dans un party. Ouais, elle avait couché là, mais elle était revenue. Là. OK. Fait que tu sais, je l'ai appris seul. Comment ça se passe? Comment ils annoncent ça? Puis comment on prend ça? Ben, je pense que, tu sais, c'est plate ce que je vais dire, mais ils sont tellement habitués d'annoncer des mauvaises nouvelles qu'on dirait qu'ils le font avec beaucoup de détachement et pas tant avec des gants blancs. Mais, tu sais, en même temps, comment annoncer à quelqu'un qui a un cancer grave, tu sais, en mettant des gants blancs? C'est comme délicat, tu sais, j'en veux pas à la personne. Elle a fait la manière qu'elle fait pour tous les patients, mais il n'y a jamais personne qui est prêt à recevoir une nouvelle comme ça. Là, la fameuse annonce qui a passé il y a plusieurs années que la femme est dans le bureau du médecin, puis la chaise penche par en arrière, là, puis les oreilles te bourdonnent, tu n'entends plus rien. Quand j'ai entendu cancer grave, agressif, je pense qu'il disait, puis là, ta vie commence à... Tu revois ta vie, puis là, j'ai fait, 35 ans, il me semble que j'ai pas fait grand-chose. Mais je reprends ça. 35 ans, je me fais dire cancer grave. C'est quoi la première chose qui te vient en tête? Si-tu mes parents? Si-tu ma vie est finie? Si-tu je vais me battre? Comment on absorbe ça, une nouvelle comme ça, dans les premières secondes? Ben, c'est dur d'être positif sur le moment présent quand surtout quand le médecin t'a dit, tu sais, c'est vraiment pas reluisant, il va y avoir un spécialiste de médecine interne qui va venir t'expliquer la suite, mais ça regarde vraiment pas bien. Mais elle veut pas trop s'avancer parce qu'elle elle fait de la médecine générale, elle fait pas de la médecine interne pour les cancers, tu sais, c'est pas une oncologue non plus, fait que c'est sûr que quand tu apprends ça, ben là, tu remets plein de choses en question. Ça va vite dans ta tête. Tu revois tout ce que tu as accompli de bien, qu'est-ce que tu as accompli de pas bien, qu'est-ce que tu as négligé. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était hyper passionné. J'ai toujours mis ma passion avant tout pour le sport motorisé. Ça a été toute ma vie. Je dis souvent en farce que c'était la femme de ma vie, là, la course automobile, parce que j'ai dédié tout à ça. Fait que là, tu te mets à réfléchir, tu te dis, tu sais, mettons, puis là, je te dis, ça va vite, ça se fait en dedans de 5 minutes, tout ce que je te dis là, le hamster va vitesse grand V. Puis, tu sais, tu réfléchis, j'ai-tu été assez présent pour mes parents? J'ai-tu été un bon frère? J'ai-tu été un bon copain pour mon amoureuse? J'ai-tu été l'ami que j'aurais dû être? C'est tout ça qui revient bien vite. Puis après ça, ben là, elle a continué à te parler. La médecin est devant toi. Fait que là, il faut que tu essaies d'en écouter un bout. Mais c'est des mots comme trop gros. Tu es sur le choc. Puis tu te fais pas annoncer que tu as une grippe. Fait que là, c'est comme trop dur à assimiler. C'est comme si ton corps est pas capable. C'est trop une grosse nouvelle. C'est trop une zone de choc. Fait que, puis là, après ça, elle m'a suggéré d'appeler ou de contacter mes proches, pour pas le vivre tout seul.
je savais pas comment en parler à ma mère puis à mon père. J'ai dit, ma petite maman est toute fragile, toute petite. J'ai dit, ça va la briser comme ça se peut pas. Fait que je savais qu'il fallait que j'y dise, mais là, présentement, j'étais pas capable. J'avais les yeux dans l'eau, puis c'était dur. Fait que j'étais pas capable. Maladroitement, j'ai texté ma copine Jessie de l'époque. Ça va pas bien, j'ai le cancer, je vais mourir. Par texto? Ouais. Fait que, tu sais, quand que je te dis qu'on n'est pas prêt à recevoir une nouvelle comme ça, c'était probablement la pire manière que je pouvais le faire. Je l'ai faite comme ça. Puis ça a été quoi sa réaction à elle? Ben, elle m'a dit je m'en vais reconduire ma mère, je vais m'emmener tout de suite à l'hôpital, tu sais. Mais, tu sais, quand elle est arrivée, elle était en pleurs, on a pleuré ensemble, tu sais, elle en tremblait, puis, tu sais, c'était vraiment des moments pas faciles, parce que, tu sais, même si notre couple battait un peu de l'aile, ben, tout ça est parti d'un coup, puis là, ben, tu sais, elle voulait pas perdre la personne qu'elle aimait, tu sais, puis même si tout était pas au beau fixe, puis c'est ça. Puis après ça, ben, ça s'est enchaîné très, très vite parce que j'avais un ganglion très enflé sur un rein, fait que j'avais un rein qui ne fonctionnait plus. Okay. Fait qu'il fallait qu'ils mettent ce qu'on appelle une tige, c'est un double J, c'est pour écarter la paroi pour que mon rein continue à faire son travail. L'urologue vient me voir, j'ai une cancellation, je vais pouvoir le faire. On est le dimanche soir, fait qu'elle a été vraiment excellente de rester. C'est très rapide. Oui, c'était très, très rapide. Quand c'est urgent, le système de santé, tu sais, on a beau chialer du système de santé, là, de dire que c'est pas efficace, puis ça, mais quand tu es rentré dans cette fameuse roue, puis que ta vie est en danger, c'est des anges. Ils sont, tu sais, moi, l'hôpital Sainte-Croix, là, tout le département d'oncologie, puis tous les départements avec qui j'ai eu affaire ont été exceptionnels. Là. J'ai aucun reproche à leur faire. On était en pandémie en plus. Il arrivait en habit de scaphandre avec les lunettes, le masque, les gants. Là, c'était réellement pas facile comme situation. Là, puis, pour en revenir à l'urologue, elle me dit écoute, M. Parizeau, je vais faire du mieux que je peux pour l'installer, mais ça peut arriver qu'on soit obligé de vous installer un sac. OK. Je la regarde, les yeux encore un peu dans l'eau, mélangés de tristesse puis de colère. Je dis, ça peut pas être pire. C'est rendu là, tu sais, il arrivera ce qui arrivera. Puis ma première victoire, ben, c'est quand je me suis réveillé puis que je me suis touché, j'ai fait « Oh, j'ai pas de sac. » Pas de sac. Fait que là, moi, je suis quelqu'un qui est hyper positif dans la vie. T'sais, moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Toute situation, même celle-là que je m'apprêtais à vivre, je me suis dit, tu sais, si je passe à travers, je vais grandir de ça, tu sais. Puis, là, après ça, ben là, tous les tests se sont succédés, biopsie. Ils m'ont fait une biopsie pour trouver la souche du cancer, qui est un cancer testiculaire, Okay. qui est probablement un cancer aussi sournois que le cancer du sein ou de l'utérus, parce que j'ai jamais eu mal aux testicules, j'ai jamais eu de rougeur, d'enflure, puis on va se le dire entre nous autres, on est deux gars, je pense que c'est la partie du corps qu'on s'occupe le plus habituellement. Tellement on est assez attentif. Ouais, on est assez attentif, fait que j'ai jamais eu de signe avant-coureur. Okay. Fait que, tu sais, c'est un peu l'embolie pulmonaire qui m'a sauvé. Parce que si j'avais pas eu l'embolie pulmonaire, ben oui, tu sais, j'avais du souffle plus court, puis j'avais mal dans le dos. Mais tu sais, je me serais pas douté que c'était un cancer aussi grave. Puis est-ce que c'est typique de ce type de cancer-là, que c'est sournois comme ça, ou généralement il y a des signes avant-coureurs, de l'enflure, des rougeurs ou habituellement, il est supposé d'avoir un petit peu d'enflure, de roux. Peut-être que c'est venu un peu rouge. Tu sais, des fois, comme on dit, on est dur avec notre corps. On n'est pas... Tu portes pas attention quand tu penses pas que c'est ça. Ben non, là, Puis là, on est quand même très tôt dans le processus. Oui, là, on est le lundi suivant l'annonce. Tu sais, tous les tests se sont faits très, très, très vite. Tu sais, j'ai eu un scan du cerveau parce qu'ils voulaient être sûrs qu'il n'y en avait pas au cerveau. Ça a été une bonne nouvelle, il n'y en avait pas là.
Ce qui m'a sauvé beaucoup, c'est qu'il n'y en avait pas au foie, il n'y en avait pas au pancréas, puis il n'y en OK. avait pas au cerveau. Fait que, tu sais, ça, c'est 3 endroits qui sont très, très difficiles à soigner à ce jour. Foie, si c'est pris vite, sont capables d'en enlever une partie, mais pancréas, c'est... Et cerveau, tu sais, je connais pas beaucoup de gens qui ont... Une fois que c'est rendu là, d'habitude, C'est pas mal, c'est très dur à aller enlever. Puis, en fait, où est arrivé le regain de positif et d'énergie, c'est qu'après la biopsie, Dr Bourget est venu me voir, puis il est venu s'asseoir au bout du lit, il m'a donné une petite tape sur la cuisse, il m'a dit Monsieur Parizeau, il dit on sait la souche de votre cancer, c'est le testicule. Il dit votre cancer, c'est un cancer 3C. C'est un cancer qui est quand même très agressif, mais c'est pas un stade 4. OK. Fait que il dit ça sera pas un fleuve tranquille. Il dit ça va être un gros périple, un gros marathon. Mais il dit vous me semblez jeune et en santé. C'est possible pour vous de vous sortir de ça. Fait que là, on passe d'un cancer qu'on pense possiblement à terminal à un cancer avec espoir de guérison. Ouais. Comment on accueille ça? Si tu, yes sir, j'ai des chances, let's go, je me bats, ou c'est encore trop récent dans le processus pour pouvoir absorber la pleine capacité ou la pleine impact de la bonne nouvelle qui viennent de m'annoncer? Médication a peut-être aidé, mais à ce moment-là, tu sais, dans ma tête, c'était clair que je m'en sortais. OK. Tu sais, moi, je suis un combattant. J'ai réussi à... Tu sais, je fais une parenthèse. J'ai réussi à aller aux courses. Moi, j'appelle ça en pauvre. Tu sais, j'avais pas des parents millionnaires. Tout, j'ai réussi à courser pendant 20 ans. Je me suis démené. Tu sais, là, je travaille en communication. Je fais de la télévision. On va peut-être en parler plus tard. Mais j'ai pas de cours. J'ai pris le sentier que j'ai défriché pour me rendre. Fait que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fait les choses pas comme les autres. J'ai toujours fait à ma tête de bélier, ma tête de cochon, tu sais. Fait que à ce moment-là, quand que le docteur Bourget m'a dit « c'est possible », tu sais, je me suis accroché. T'as 2 choix. Soit que t'abandonnes, tu te laisses mourir, ou soit que tu dis « moi, je vais me battre puis je vais survivre », tu sais. Puis je me suis dit, je peux pas laisser mes parents, je peux pas laisser ma copine, tu sais, je peux pas laisser les gens autour de moi tomber, tu sais, faut que je sois là, puis je me suis battu à partir de là. Tu sais, t'en parles, les gens autour de toi, t'avais ta blonde, Ouais. tes parents, ton frère, est-ce que vous avez jasé a posteriori, là, par après, comment eux, ils ont vécu ça? Ça a été quoi leur réaction? Eux autres, ils se sont fait annoncer sensiblement la même nouvelle que toi. Ouais. Fait qu'ils ils ont passé à pas grand-chose de peut-être perdre l'un de leurs fils. Ça a été quoi la réaction de tes parents quand ils se sont fait annoncer ça? Ben, ça a été très dur, même si les petites mamans, ils savent toujours, ils ressentent tout. Une maman, ça ressent tout. Elle se doutait qu'il y avait quelque chose de grave. Elle souhaitait que ça soit pas un cancer. Fait que quand elle a appris, oui, ça a été une zone de choc, mais on dirait que en amont, elle s'était préparée à ça parce qu'elle me voyait, veut pas. Même si j'essayais de le cacher, passer de 192 livres à 149. Elle a voyé signe. Puis je dormais tout le temps. Puis, je disais, j'ai mal dans le dos, j'ai de la misère à respirer. Probablement, elle allait faire des petites recherches sur Internet. OK. Fait que, je pense que elle était pas... elle était sur le choc, mais elle était pas surprise à 100%. Elle avait quand même un doute. Reste que c'est la pire chose que tu peux apprendre à une maman, là, qu'elle peut peut-être perdre son fils. Là, c'est la pire chose. En fait, il n'y a pas d'autre mot à ajouter. Mon père, mon père fait partie de... Puis j'adore mon père, mais fait partie de la génération des hommes qui vont plus te montrer leurs sentiments dans les actions et dans les gestes que dans les paroles. Fait qu'à ce jour, je ne sais pas du tout comment lui l'a vécu. J'ai essayé un peu de l'intégrer dans mon livre, mais on peut pas sortir... c'est pas naturel pour lui d'exprimer ses sentiments. Puis j'ai une très, très bonne relation avec mon père et tout. Ça a été mon chef d'équipe aux courses toute ma carrière. Même là, il est rendu à 76 ans, il est dans tous mes projets. C'est mon ami. Fait que, mais
tu sais, te dire le fond de comment il se sentait, c'est sûr qu'il était triste, il avait peur. C'est lui qui a été mon conducteur, qui m'a amené en chimiothérapie à tous les jours, à tous mes rendez-vous. Quand j'avais des rechutes puis j'étais hospitalisé, c'est lui qui venait. Tu sais, des fois, il m'a amené en chaise roulante parce que j'avais plus de force pour marcher. Tu sais, il m'a vu dans tous les pires états parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents étaient retraités. Puis je dirais pas imposé, mais suggéré fort d'aller chez eux, aller revivre là le temps de ma chimiothérapie et tout, parce que ça prenait des gens qui étaient capables de s'occuper de moi 24 heures sur 24, parce que, tu sais, j'étais pas capable de prendre une douche, j'étais pas capable de me tenir debout, fait que, tu sais, j'étais pas capable de cuisiner. Et ma copine Jessie, ben, elle venait d'accepter un nouveau poste de directrice adjointe dans une grosse compagnie de transport. Fait que, tu sais, je pense que ça aurait été beaucoup trop à gérer. J'aurais été tout seul à la maison. Je pouvais pas être tout seul. Tu sais, j'avais besoin de soins tout le temps. J'avais des rendez-vous tout le temps. Tu sais, moi, j'ai eu à peu près tous les effets secondaires que tu peux avoir, je les ai tous eus. Tu sais, ça, c'est pas les nausées, les vomissements, la peau qui peule en dessous des pieds, un œsophagite, name it, là, tu sais, j'ai tout eu ce que tu pouvais avoir pendant de la chimiothérapie. Parce que c'est un traitement qui était très agressif. J'ai eu 28 traitements en 12 semaines, 135 heures de chimiothérapie. Fait que, tu sais, entre le 13 septembre et le 6 décembre. Est-ce que ça s'est tout donné à Drummondville? As-tu fallu que tu ailles à l'extérieur? Tout a été... Tout à Drummondville. J'ai été très chanceux là-dedans parce que je ne sais pas faire 50 minutes de route à tous les jours, tu sais, si mon corps était capable. Parce que toutes les bosses que je prenais au début, puis, tu sais, tout me faisait mal. Tu sais, je me... Partir du divan dans le salon puis aller à la salle de bain, c'était un marathon. Tu sais, je marchais comme si j'avais 109 ans, puis tu sais, il n'y avait rien de reluisant, j'étais pas capable de rien faire. Là. Puis là, tu as, je veux dire, la chance d'avoir eu des parents qui pouvaient t'accueillir à la maison. Ouais. Comment ça s'est passé avec ta blonde, cette période-là, dans le sens de, pas que je t'aime pas, mais j'ai besoin de soins, je retourne rester chez maman, chez papa, parce que les autres, ils ont le temps de pouvoir s'occuper de moi. Comment ça se passe pour un couple, même, puis je sais que ta blonde, elle t'aimait et elle voulait t'aider le mieux possible. Comment elle a vécu ça, cette partie-là, elle? Est-ce qu'elle s'est sentie un peu mis de côté ou abandonnée? Non, parce que quand elle terminait son travail, elle venait me voir tous les soirs quand même. Non, je pense que ça la soulageait à un certain point. Elle aurait voulu être plus impliquée, aller plus aux rendez-vous médicaux, tu sais, les rendez-vous avec l'oncologue et tout, pour en savoir un peu plus. Parce que, tu sais, moi, je lui contais ce que je me souvenais, mais souvent, ben, tu sais, t'es sur antidouleur, t'es un peu gelé, fait que, tu sais, tu t'oublies, tu sais, les discussions importantes. Ben, j'avais pas personne avec moi parce que on était en période de pandémie, donc tous mes traitements de chimiothérapie, je les ai faits seuls. Oh, c'est vrai, tout est pendant la COVID. Fait que même tes parents ne pouvaient pas t'accompagner. Non, quoi, ils t'amenaient à la porte, puis ils retournaient t'attendre en bas? Ouais, ben en fait, ils retournaient à la maison parce que des fois, c'était 8 heures de chimiothérapie, là. Fait que tu sais, moi, j'arrivais, ben j'amenais mon portable, j'amenais mon cellulaire, j'ai fait beaucoup de projets. Moi, tu sais, j'ai pas arrêté beaucoup. Tu sais, mettons, le 29 août, c'est l'annonce. Le 29 janvier 2022, j'animais des courses. OK. Quand même. Au gros froid dehors, 66 courses à moins 30. Fait que, tu sais, puis j'ai écrit un livre sur l'histoire de l'autodrome Granby pendant ma chimio. OK. Fait que, tu sais... Même à travers ça, tu restais capable de t'occuper, de te changer les idées. Oui, ben c'est ça qui m'a sauvé, en fait, la passion puis les projets. Je suis quelqu'un qui carbure à ça. Puis... je me disais que, tu sais, si je fais juste écouter la TV, puis je fais juste penser que j'ai mal, puis penser qu'est-ce qui s'en vient, ben, je vais broyer du noir. Moi, ça a été ma façon puis de le partager sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'avais la chance d'avoir toute la communauté du sport motorisé en arrière de moi qui m'ont soutenu tout le long avec des mots, des petites attentions, du soutien. Tu sais, ça a été vraiment, vraiment bon.
à ce niveau-là. Fait que, tu sais, moi, ça a été ma manière de faire. Il y en a qui gardent tout secret, qui veulent pas que ça paraisse qu'ils sont malades, qui ont honte de ça. A priori, j'aurais pensé être ce genre de personne-là. Qui aurait aimé ça, vivre ça par en dedans? Ben, j'ai beaucoup d'orgueil, tu sais, puis j'ai caché ça. J'essayais de pas inquiéter personne, puis pourtant, on dirait que ça a été comme un peu un remède de l'extérioriser puis de le partager, tu sais. Puis c'est pas pour rien que je suis en train d'écrire mon livre. Ben, ça fait prétentieux, mais c'est pas... si mon histoire peut servir d'exemple, tu sais, je veux pas appeler ça un guide parce que je suis pas mieux qu'un autre, tu sais, puis... Mais, tu sais, je veux parler un peu de tout... dans ce livre-là pour essayer d'aider les gens. Tu sais, autant un frère qui apprend ça ou les parents, une copine, des enfants. Tu sais, moi, j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir d'enfants dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai pas eu à vivre cette expérience-là. Tu sais, fait que je peux pas en témoigner. Mais non, tout comme je disais, je m'égare un peu, mais c'est ça. Je pense que ça a été ça qui a été le mieux pour moi d'en parler le plus possible, puis de faire plein de projets, de prévoir la suite. T'sais. Moi, je voulais me rasseoir dans ma voiture de course. Hein? Puis, je me rappelle, là, mes traitements avaient commencé en septembre, puis là, en octobre, c'était des autos, on appelle ça un Mod Light, c'est une voiture stock car, une voiture tubulaire, puis il faut rentrer par le toit. Puis j'étais même pas capable au début, c'est mon père qui me prenait, puis qui m'assoyait, puis là, une fois assis dedans, j'avais de la misère à débarquer. Puis là, j'y disais, au mois d'avril, le 30 avril 2022, je vais être assis dans ma voiture de course, puis c'était ma 100e course. Puis là, j'ai resté minded à tout ça. Il y a des amis et des commanditaires qui m'ont aidé parce que, tu sais, veux pas, le cancer, c'est pas gratuit. J'aimerais ça, si c'est correct avec toi, qu'on parle un petit peu de cet aspect-là, parce que souvent, on est au Québec, fait que les gens vont avoir tendance à penser que on est pris en charge avec l'assurance maladie, avec Santé Québec. Les soins à l'hôpital, c'est gratuit pour la plupart des traitements. Ouais. Ce que tu me dis, c'est qu'il y a peut-être d'autres frais qui, eux autres, ne le sont pas. Bien, c'est que moi, en fait, quand j'ai tombé malade, je venais de changer de travail, ça faisait à peu près 1 mois et demi. OK. Puis, j'avais pas d'assurance groupe ou d'assurance maladie. Fait que j'avais l'option de revenir avec celle du gouvernement qui payait 75%. Puis, il y avait... je veux pas les nommer, mais je remercie les employeurs là, de ma copine parce que de ce moment-là, c'était tout nouveau. Elle avait rentré en poste au 2 août. Puis, j'ai réussi à embarquer sur les assurances qui ont payé quand même 80%. Là où ça joue, c'est que moi, j'avais une embolie pulmonaire sévère. Puis, j'avais des injections qu'il fallait que je me fasse dans la bédaine à tous les jours. Et chaque seringue valait 115 $ et c'était pas couvert. Okay. Fait que j'ai eu 137 seringues que j'ai payées. En plus, tu sais, veux pas... oui, j'ai été chanceux, je suis revenu vivre chez mes parents, je payais pas tant d'épicerie. Ma copine a été chanceuse, elle avait un bon travail, elle a réussi quand même à payer les frais d'appartement. Parce qu'elle elle se trouve toute seule à payer ta partie puis sa partie. C'est ça, parce que moi, tu sais, on en a parlé au début, je me pensais surhumain. Fait qu'à 23 ans, quand j'ai rencontré mon courtier d'assurance, il m'a dit, M. Parizeau, il faudrait que vous preniez une assurance invalidité avec la clause maladie grave. Ça serait très important parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, il dit là, vous êtes en forme, mais on ne sait pas à 50, à 40, à 35. Ben, il a peut-être pas dit 35, là je l'ai dit parce qu'on est ensemble. Puis j'ai fait, ah non, moi j'ai pas d'antécédent, je vais prendre juste invalidité. Je peux te dire que j'ai regretté parce que quand arrivent les mensualités, quand que tu fais la demande et que tu as juste invalidité, puis j'ai pas peur de le dire, j'avais 800 $. Et si j'avais eu clause maladie grave, j'aurais eu 2000.
Ça fait un... Quand même une pas pire différence. Ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant que je tombe malade, j'avais un rythme de vie, les restaurants, les bars, les courses, un camion-nœud, un appartement pas vieux. Et j'étais très, 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 très endetté. Tu sais, ma carte de crédit était pas loin de 25 000. Fait que, tu sais, je vivais au-dessus de mes moyens, même si je faisais des bons salaires. J'ai réussi, avec mon ancien employeur, à wholesaler, à envoyer mon camion aux États-Unis. Fait que je me suis retrouvé plus d'auto. Là, tu sais, comme tout assureur, c'est normal, demandait un formulaire rempli par mon oncologue. Mon oncologue qui travaille 7 jours sur 7, probablement 7 soirs sur 7, ça l'a traîné sur le bout de son bureau quelques mois. OK. Fait des demandes de chômage. Faut savoir, là, je pense que ça l'a changé en 2025 ou ça va changer pour 2026. Faut savoir que quand tu te fais mettre dehors de ton emploi, tu as 42 semaines. Quand tu es en train de te battre pour ta vie, tu as 15 semaines. Là, je pense que c'est rendu 26. Oui, c'est changé. Donc, et j'ai dû me battre pour mon chômage, sérieusement. On a fait les demandes, les papiers, tout fourni, une preuve du médecin et tout. Puis, il a fallu que j'aille sur place. Tu Ouais. Et que j'aille presque me choquer après 25 heures de chimio, à moitié mort, cerné, avec les traces de cathéter et tout. Puis, j'ai dit, faut-tu vraiment que je vous explique que ça va pas bien présentement et j'ai besoin de cet argent-là? Moi, mes comptes rentrent pareil. Là. Fait que là, tu es en traitement pour essayer de te sauver la vie. Ouais. Puis il faut que tu te présentes au bureau du gouvernement pour dire excusez, ça serait le fun que vous traitiez ma demande. Oui. Puis quand je suis arrivé, ben, capoté. tout le monde t'es un numéro. Et je suis content parce qu'à un moment donné, j'ai demandé de voir le supérieur dans la bâtisse. J'ai dit là, faut que ça accélère. Là. Ça fait depuis fin août que j'ai fait la demande. On est rendu en novembre, j'ai pas eu une scène encore. Puis là, on se rappelle que mes cartes de crédit sont loadées, là. Fait que là, tu sais, ça commence à être le temps qu'il y ait de l'argent. Là, pousse un peu pour avoir le formulaire rempli de l'oncologue, mais elle n'a pas juste ça à faire, là. Tu sais, elle sauve des vies. On s'entend que sa priorité, c'est pas remplir des papiers, Exactement. c'est rencontrer le plus de gens possible. Fait que, et ce fameux formulaire-là, ben, il fallait que je le fasse remplir à peu près à tous les mois pour prouver que j'étais encore en traitement. Ouais. Fait que ça m'a échaudé un peu au niveau des assurances, mais ça m'a quand même donné un bon coup de pied au derrière et dire, là, quand tu vas te relever de tout ça, puis tu vas te remettre financièrement, ben là, tu vas penser plus à ta retraite, puis plus à placer de l'argent, puis tu vieillis tranquillement, puis t'es pas invincible, t'es pas surhumain, puis il faut que tu te baques à tout ça. Mais tu sais, encore là, tu sais, j'espère que ce podcast-là, le livre que je vais faire, parce que je fais un chapitre sur l'endettement, j'espère que les gens qui vont regarder ça ou qui vont lire le livre plus tard vont vraiment être sensibilisés là-dessus. Tu sais, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut retenir. Tout le côté endettement puis le dépistage. Tu sais, ça, je pense que c'est le plus important là, dans mon histoire. Là. Et c'est drôle que tu parles de ça. Mais en fait, régulièrement, pour travailler dans le domaine de l'assurance, je rencontre des jeunes personnes, je vais dire entre 20 et 30 ans, puis même début quarantaine, qui sont comme « Non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Là. J'en ai pas dans ma famille, puis ça va bien à la job, je travaille. Qui aussi vivent souvent de paye en paye parce que tu as une maison à payer, tu as des enfants, tu as un char, tu as un beat de vie. Aujourd'hui, tout coûte cher. Puis souvent, qui vont avoir le sentiment de Superman, de « Je suis invincible, ça arrive, mais ça arrive aux vieux, ça arrive aux autres, mais ça m'arrivera pas à moi. » Ça arrive tout le temps aux autres. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un comme ça, là, d'une trentaine d'années, qui dit moi, ça m'arrivera pas? Ben, tu sais, c'est un petit peu dur de faire la morale parce que j'ai fait exactement ça. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est important à 30 ans, je pense qu'il n'est pas trop tard pour prendre la clause maladie grave. Tu sais, il ne faut pas attendre d'être rendu là. Tu sais, je sais que ça coûte plus cher, plus on l'apprend, plus on est âgé, plus on l'apprend. Tu sais, mais je pense que, tu sais,
je pense que les jeunes sont un petit peu plus conscients de certaines affaires. En tout cas, j'ai eu la chance d'en côtoyer un petit peu dans des événements parce que je fais le relais pour la vie. Puis j'ai fait une conférence ou deux dans des écoles. C'est mieux que je m'attendais. Tu sais, je te donne un exemple. Mon frère a environ la même âge que toi. OK. Quand c'est arrivé, j'ai dit, tu devrais peut-être y penser et tout. Il dit, mais ça coûte ben trop cher. C'est vrai que probablement qu'à 45-46, ça aurait coûté cher. Je ne sais pas si c'est encore possible rendu à cet âge-là. 100%. Mais je pense que il n'y a pas idée comment c'est. Tu sais, moi, là, c'est 1 an et demi, pas de salaire, plus toutes les dettes, ça a coûté presque 50 000, tout ça, là. Et quand même. Tu sais, puis je ne l'ai pas calculé à scène près, là. C'est peut-être plus, c'est peut-être un petit peu moins, là, mais c'est pas loin de 50 000. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire, bah, moi, c'est pas grave, le cancer, tu peux arriver, j'ai un petit coussin. Puis toi, tu as été chanceux dans ta malchance. Tu avais tes parents qui étaient à la retraite, qui avaient la santé et la capacité de pouvoir te donner un coup de main. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Parce que sinon, ça prend des soins spécialisés à la maison qui coûtent cher, eux autres aussi. Quelque chose te dit qui peut accrocher. Toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont plus conscients de ça, qu'ils sont plus ouverts à en jaser ou parce qu'ils en parlent plus? Ben, je pense que oui, on en parle un peu plus en général. Tu sais, pour les cancers masculins, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avec les hommes. T'sais, à mon avis, je pense que les femmes avec le cancer du sein, avec les cancers féminins, sont beaucoup plus sensibilisées à tout ça. Puis, tu sais, c'est un peu le rôle que j'ai envie de me donner sans prétention. Tu sais, je veux essayer d'aider le plus d'hommes possible qui vont passer par là. À pas passer par là, tu sais, à dépister avant tout ça. Mais je pense que Procure, tu sais, la Fondation Procure fait un excellent travail. Fait beaucoup de démarches de prévention, de sensibilisation. Puis, tu sais, je pense qu'on se rend pas compte l'impact que, tu sais, TikTok peut avoir. Okay? Je fais pas partie de la génération TikTok, mais dernièrement, avec mon travail, je suis directeur marketing du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Puis, on travaille avec une agence qui va développer notre TikTok parce que j'ai trop de travail puis je suis pas capable de m'impliquer tant que ça. Puis, à presque 40 ans, ben je suis pas tout à fait dans le target pour faire de quoi de parfait. OK. Fait que, mais j'ai parcouru plein de choses. Je me suis fait un compte. L'information est véhiculée différemment, mais je pense que les jeunes regardent de plus en plus. Je te dirais peut-être en bas de 24 ans. Je pense que cette génération-là va être un petit peu plus ouverte et va un petit peu plus comprendre. Tu sais, ils sont peut-être un petit peu plus ouverts à avoir, premièrement, des vraies relations de couple. Tu sais, tout ce qui s'était perdu, je pense que tranquillement, cette génération-là, il y a toujours des exceptions, mais je pense qu'ils sont un petit peu, pour avoir parlé avec eux, tu sais, je l'ai fait d'une une commission scolaire, tu sais, j'ai fait une conférence à des secondaires 4-5, puis je trouve que le discours versus nous, qu'est-ce qu'on était en secondaire 4-5, est beaucoup plus positif. Il y en a toujours qui vont, tu sais, qui t'écoutent pas, puis qui rient de ça, puis que justement, ça arrivera pas. Mais je pense que, tu sais, l'initiative que vous avez de faire un podcast, tu sais, c'est sûr qu'à 18 ans, c'est pas la première chose que tu penses, avoir de l'assurance. Tu te dis, je vais commencer par travailler, puis je vais commencer à créer ma vie avant. Mais je pense qu'on va s'en aller dans le bon sens. Parce que, tu sais, cancer du sein, en fait, les cancers féminins en général, on entend beaucoup parler. Tu sais, à Drummondville, il y a la marche de Joséphine, il y a une marche spécialiste pour ça, cancer du sein, il y en a même 2. On entend parler à la télé. Pour les cancers masculins, beaucoup moins. On connaît Movember, qui est avec Procure. C'est drôle parce que je parlais de ça avec des gens au bureau, parce qu'il y a plein de gars au mois de novembre qui se laissent pousser la moustache, mais il y en a combien de ces gens-là qui font ça pour le trip de gang, je veux dire, laisser pousser la moustache, puis qui sont vraiment conscients du pourquoi ça a parti, puis qu'est-ce qui est en arrière de ça. Puis je posais la question parce que
On s'est jasé il y a pas longtemps pour préparer ça. Au bureau, à tous les gens qui, de mémoire, ont fait Movember cette année. Puis j'étais comme, bon, ben, dans vous autres, il y en a combien qui sont allés se faire tester dans ceux qui étaient rendus, mettons, je vais dire, autour de 40 ans? Puis il n'y en avait pas un. Là. Fait qu'ils ont tous adhéré à Movember pour la moustache, pour le trip de gang. Mais aucun ont fait l'association entre, ben, je fais ça pour la cause, puis je vais pousser la réflexion jusqu'au bout, là, tu sais. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Ben, tu sais, j'imagine que les Mais gens on au en bureau parle, sont là, peut-être un petit peu plus vieux. Ben, c'est tout un ou tout l'autre. Je te dirais que moi, j'ai 50 ans. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont en bas de 35, puis beaucoup qui sont en haut de 50. Je vais dire ça de même. Au mieux, il y en a un petit peu moins. Mais les plus vieux, je te dirais qu'ils sont très conscients de ça parce que souvent, ou ils ont passé par là, ou ils ont quelqu'un dans leur famille qui a passé par là parce qu'étant plus vieux, ça leur ressonne une cloche. Les plus jeunes, probablement les enfants de ces vieux-là, c'est encore une génération où c'est pas un sujet que papa va parler à fiston nécessairement très ouvertement. C'est encore, je prends des gens de 55, 60, 65 aujourd'hui. C'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus loquaces que leurs parents, mais est-ce qu'ils sont encore aussi à l'aise d'aller jaser de leur état de santé parce que ça reste perçu comme un signe de faiblesse, puis dire à son gars, mon gars, t'es rendu à 35 ans, ça serait peut-être le temps qu'aujourd'hui que tu commences à réfléchir à ça. Je suis pas sûr que cette discussion-là, elle se fait encore entre les générations, puis c'est ça qui est triste, parce que ça sauverait peut-être beaucoup de cas, ou des cas qui seraient pris pas mal plus tôt si papa, quand il va faire le sien, en parlait, au lieu de faire ça par en arrière, puis en espérant que personne ne va en entendre parler. Là. Mais je pense que tu amènes un bon point, tu sais, quand tu dis que ça part quand même des parents qui vont en parler. Tu sais, il y a plein de sujets, tu sais, mettons, si tes parents t'ont jamais parlé de sexualité, tu sais, mais je pense que les nouveaux parents, moi, je peux pas m'inclure là-dedans, mais les parents, mettons, toi, comme père, tu dois parler de différentes affaires avec tes enfants. Tu sais, les nouveaux papas ou les papas présentement qui ont des adolescents vont être plus ancrés à ça. Puis, il y a une affaire aussi qui change beaucoup, c'est qu'avant, c'est vrai que les cancers, c'était les gens plus vieux qui avaient ça. Mais à cette heure, il y en a qui ont des cancers des ovaires ou des, tu sais, à 20 ans, 25 ans, le cancer du sein à 30 ans. C'est plus une maladie de vieux. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une maladie qui ne regarde pas le sexe, regarde pas l'âge, regarde pas la santé, regarde pas la classe sociale. Tu sais, tout le monde peut y passer, là, tu sais, tu souhaites juste que la loterie tombe pas sur toi, là, mais tu sais, ça, je pense qu'aussi fait en sorte que, tu sais, mettons une personne, un gars de 24 ans, que son ami a ça, tu sais, il va voir que c'est pas juste les autres, là, tu sais, c'est dans ta gang d'amis là, que ça peut être possible, là, tu sais. Fait que, puis même, je dirais, ça fait pessimiste, c'est pas dans mon habitude, mais, tu sais, je pense que tu prends une salle de 100 personnes et tu leur demandes toutes s'il y a quelqu'un de près ou de loin qui connaissent qui ont eu le cancer, puis ça va être presque 100, tout le monde lève la presque main. 100%, là, tu sais. Ouais, je pense que tout le monde lève la main. Fait que, tu sais, oui, la médecine fait des immenses progrès, j'en suis la preuve. Tu sais, un cancer comme moi, il y a 10 ans, je serais pas là pour te le compter, c'est sûr. Fait que je pense que c'est ça qui... Plus les gens vont s'investir, prendre conscience de ça, vont faire la prévention, vont donner aux fondations. Tu sais, je sais que l'argent est difficile, on a toute de la misère à réunir les deux bouts et tout, mais tu sais, c'est chaque dollar, c'est chaque qui va faire une différence à un moment donné. Puis, tu sais, on souhaite pas ça à personne. Que, tu sais, même à mon pire ennemi, je souhaite même pas qu'il y ait un cancer stade 1, là, tu sais. Mais, tu sais, tout le monde a une chance de contracter ça une fois dans sa vie. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde devrait un peu contribuer, même si c'est pas une grosse contribution, au pire, être au moins sensibilisé à ça. Oui, parce que tout le monde devrait se sentir interpellé, parce que les statistiques le montrent, c'est quasiment une personne sur deux au cours de sa vie qui va devoir avoir faire face à ça. Fait qu'au minimum, si t'es pas la personne touchée, contribue
soit financièrement, soit par en parler, parce que moi, je fais le pari, puis c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui, que des gens qui n'en entendront peut-être pas parler de façon traditionnelle à travers leurs amis ou leur famille vont peut-être tomber là-dessus, puis voir quelqu'un qui est dans la trentaine, ce gars, il faisait des courses de char, tu sais, c'était pas quelqu'un qui était assis chez eux, qui était pas en forme, qui n'était pas rien, puis ça y est arrivé à lui. J'aimerais ça qu'on vienne à ton livre aussi par rapport à ça. Est-ce que dans ton livre, tu abordes... en fait, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, comme toi, là, vient de se faire diagnostiquer ça? Est-ce que parce que toi, tu as passé à travers, parce que tu avais des projets, tu avais une vision, puis tu voulais absolument rembarquer dans ton char de course. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes? Trouvez-vous un projet? Comment tu en parles dans ton livre du processus mental que tu abordes quand tu te fais diagnostiquer un cancer stade 3C? C'est sûr que moi, je suis quand même une bébite. Je suis assez intense dans la vie, assez positif, assez passionné. C'est pas tout le monde. Puis j'ai un mental qui est quand même très, très fort, pour avoir travaillé souvent dans la controverse ou comme directeur, puis avoir beaucoup, beaucoup de pression. Je vis très bien avec ça. Je pense que il y a deux manières de le voir. Moi, la mienne, ça a été de m'accrocher au projet, à m'accrocher à ma passion. J'ai continué à regarder beaucoup de courses à la télévision. Les pistes de course où j'animais m'ont donné les accès, puis je pouvais regarder la web diffusion le vendredi soir, puis je me faisais partager plein de trucs, puis j'ai comme resté impliqué sans être sur place. Fait que ça, j'avais les pilotes qui m'écrivaient, qui me donnaient des nouvelles, des scoops. À un moment donné, j'écoute la télévision, j'écoute la web diffusion, puis ils ont fait faire des collants. Mon numéro, c'était 2 aux courses avec ma face. On est avec toi, Dave, puis toutes les autos, les 110 autos dans les puits avaient mon collant, puis ils en ont donné au public, ils en ont donné à plein de monde. Fait que ça m'a fait vraiment du bien. Un de mes amis a gagné la course en catégorie Pro Stock. Il a annoncé au micro live, c'était pas stagé, que cette bourse-là, il a donné à son chum Dave Parizeau pour qu'il... Fait que c'est toutes ces petites choses-là. J'ai été vraiment choyé d'avoir un entourage aussi exceptionnel. On fait toujours les choses par passion. On les fait pas pour avoir des tapes dans le dos. On les fait pas pour avoir de la reconnaissance. Moi, j'ai toujours voulu promouvoir la course automobile, puis partager ma passion au plus grand nombre possible. Puis c'est encore le discours que j'ai aujourd'hui. Je le fais pas pour être... Oui, je suis chanceux aujourd'hui. Je fais de la télévision. J'ai animé à peu près tous les gros événements qui se fait au Québec, à part le Grand Prix du Canada. Mais je suis encore un petit gars de 7 ans là-dedans. Mais pour revenir à ta question, c'est dur à dire parce que c'est pas tout le monde qui a la même force mentale. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être aussi bien entouré. Moi, j'ai des parents exceptionnels. J'ai un super frère. J'avais une bonne copine. J'ai des très bons amis, des amis quasiment depuis 30 ans. Puis, moi, j'ai été vraiment, vraiment chanceux là-dedans. J'ai eu une vague d'amour et de soutien incomparable. Pour les gens qui sont moins chanceux, il y a plein de ressources d'aide. Il y a pas des fondations, mais des organismes qui s'occupent pour les proches aidants. Tu peux voir des psychologues, tu peux voir des nutritionnistes parce que tu n'as pas faim. Tu veux pas manger, tu sais pas quoi manger, mais tu n'as pas le choix de nourrir ton corps. Il faut que le moteur fonctionne. Fait que, il y a tellement de réseaux d'aide, il y a tellement de ressources maintenant. Est-ce que c'est l'hôpital qui dirige? Comment ça fonctionne? Parce que pour vrai, je savais pas que ça existait. Ouais. Quand tu arrives à ton premier traitement, ils te donnent tous des petits guides avec plein de références. Okay. Ça parle de la nutrition, ça parle du sommeil, les activités que tu peux faire, comment aborder la chimiothérapie, quoi préparer. C'est aussi niaiseux que quand tu arrives, puis il faut qu'il t'installe un cathéter, tu n'arrives pas avec un chandail à manches longues parce que ça va être dur. Tu mets une veste qui zippe,
Ça te dit mettons, de boire beaucoup d'eau, d'amener des collations, ça va te... T'as même des ressources pour, mettons, exemple, pour les parents qui vivent ça. Puis moi, ce que je trouve triste dans notre histoire, c'est que on a tous pas voulu... Tous les gens autour de moi, mettons, ma famille proche, ont pas voulu avoir l'air vulnérable. Ils ont voulu rester forts, puis ils ont tous marché en parallèle sans se connecter tout ensemble. Fait qu'on on l'a tous vécu. T'sais, moi, j'étais en mode survie. Fait que, moi, j'ai pas eu tant connaissance de ça. Mais mes parents l'ont vécu chacun dans la même direction, mais pas ensemble. Mon frère habitait à Longueuil à ce moment-là. Là, maintenant, il est à Lévis. L'a vécu un peu à distance. Ma mère était débordée parce que d'émotions et de tout. Elle préparait tous les repas. Elle s'assurait que mon sac à dos était prêt pour aller en chimio, que mon lit était propre. Bref, tout. Fait que elle n'a pas nécessairement impliqué mon frère vraiment. Mon frère a peut-être pas pris suffisamment d'initiative, n'a pas voulu déranger. Des fois, c'est dur de rentrer dans tout ça. Fait que, mon but dans mon livre n'est pas de faire de reproches à personne. Parce qu'il n'y a personne qui est outillé à vivre ça. Il n'y a pas une famille qui va le vivre de la même façon. Il n'y a pas de guide que tu l'ouvres. Bon, page 5, c'est comme ça, il faut qu'on... Mais, moi, si notre histoire, parce que je dis notre histoire parce que ça inclut plein de monde, je parle de mes amitiés là-dedans, je parle de plein de choses. Si notre histoire peut aider d'autres gens qui vont lire ça, qui vont faire « Ouais, c'est vrai, on pourrait peut-être essayer de se serrer plus les coudes. » Puis, moi, ça m'aurait pas dérangé de voir mon père ou ma mère brailler devant moi parce que intérieurement, en voyant leur regard puis leur attitude, je le savais qu'ils étaient ébranlés puis que c'était fragile puis c'était dur puis que probablement qu'ils pleuraient quand les lumières étaient fermées. Mais eux autres, ils veulent être forts pour la façade devant toi pour te montrer qu'ils sont solides, tu peux t'appuyer sur eux. Ouais. Puis je me suis rendu compte dans tout ça que mentalement, c'était peut-être moi le plus fort du lot. OK. Puis c'est moi qui aurait dû être probablement le plus vulnérable. Puis c'est moi qui étais... Par bout, j'ai mis les genoux à terre. Je suis pas en train de te dire que j'étais super-héros tout le long. Là. Mais je pense que j'avais quand même une assez grosse force de caractère puis une force mentale que j'ai quand même bien affronté tout ça. Parce que je veux pas, je l'ai vécu un peu tout seul. Les hospitalisations, je pouvais pas avoir la visite que je voulais quand je voulais. Parce que j'étais immunosupprimé. Puis là, c'était le COVID. Puis là, les gens, oui, voulaient venir me voir, mais là, ils étaient obligés de se mettre en habit de scaphandre. Fait que, ça repousse les gens un peu. Est-ce que tu penses que ça a été plus facile ou plus dur parce que tu as eu besoin de le vivre isolé, je veux dire ça de même? Il y a des gens qui disent, je peux me concentrer sur moi, je veux pas nécessairement voir l'autre parce que je suis pas dans un état où je suis capable de recevoir les questions ou les affaires, ou il y en a d'autres qui vont dire, non, j'ai besoin de ce support-là à côté de moi. Est-ce que ça a été plus facile ou plus dur de vivre ça en solo? Je pense qu'honnêtement, j'ai un côté quand même assez solitaire dans la vie. Je suis bien avec moi-même, encore plus depuis ce moment-là, je pense que oui, de pas avoir les personnes proches de moi dans des moments où je souffrais terriblement, ça a peut-être été très bon, à ce niveau-là, parce que, je raconte plein de choses dans mon livre. J'ai fait la version 1, puis là, ma mère est en train de le relire, puis il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas, qui sont, des choses, des après-opérations ou après-traitement, puis, je tombais souvent dans les pommes, puis... Les autres ne savaient pas? Il y a plein d'affaires, des souffrances que j'ai eues, puis, parce que je me suis fait opérer, je me suis fait charcuter un poumon. Moi, je dis charcuter, ça fait un peu animal comme mot, mais ils m'ont enlevé une partie d'un lobe parce que il restait une masse qui finalement était de la nécrose, mais ils n'ont pas pris de chance, ils l'ont enlevé. Mais c'est ça. Mais oui, ça a été bon, mais d'un autre côté, ça a été moins bon parce que le fait d'être solitaire en grande partie, toutes mes
mes examens, mes hospitalisations, fait que quand je suis revenu à la vie normale, parce que quand ils t'annoncent rémission, là, ben là, tout le monde fait « Ah, ben il est hors de C'est danger. » fini, yes sir. Fait que là, tout le monde recommence leur vie. Mais c'est là que la mienne, elle recommence, là. Puis là, il n'y a pas personne qui te tend la main pour rembarquer dans le tourbillon. Là, moi, ça a été mon moment le plus dur. Que je me suis senti le plus seul au monde. Ça a été bien pire que pendant les traitements. Ah, pour vrai, rembarquer, reprendre ton Ouais. beat, c'est une fois que... Ouais. Premièrement, comment ça s'est passé? Ils sont arrivés un matin, ils se disent, bon, ben, félicitations, M. Parizeau. Ben, Vous êtes guéri? En fait, la veille de mon dernier traitement, qui était supposé avoir lieu le 6 décembre, j'ai commencé à avoir des problèmes. Je faisais une œsophagite. Là. J'avais tout l'œsophage, toute la gorge. J'avais des bobos dans la gorge. Tout. J'étais plus capable de manger rien, de boire rien. Fait que j'ai été hospitalisé. Puis pendant mon hospitalisation, ils ont fait mon dernier traitement de chimio. OK. Là. Mais quand c'est ça, quand tu apprends que tu tombes en rémission, je dirais que ton combat physique est fini, mais ton combat mental, parce que là, t'es plus jamais la même personne. Tu sais, moi, Ouais. tout a changé. Là. Tes goûts de nourriture, il n'y a plus rien de pareil. Là. Ah, ouais. Je mangeais pas de tartare dans la vie, j'en mange 2 fois par semaine. Je mangeais pas de sushi, je trouvais que c'était dégueulasse. Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires aussi banales. Là. La première fois que je me gâte, des fois, je mange un peu de la malbouffe. La première fois que je vais au McDonald's, moi, c'est depuis que je suis petit gars que je prends tout le temps des Mac poulet. Là, je prends un trio quart de livre fromage avec des cornichons. Je déteste les cornichons. Mais à ce jour, quand que j'arrête au McDonald's, c'est ça que je mange. Sérieux? Parce que c'est vrai qu'on pense souvent, bon, ben, il est guéri, il a eu son diagnostic, il n'y a Ouais. plus de cancer, mais la réflexion s'arrête là pour la plupart du temps. Je me suis jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe après? Parce que pour moi, le Ouais. combat, il est fini. C'est le combat physique qui est fini, Ouais. mais tu sais, tout le côté psychologique puis mental, tu sais, moi, j'ai changé de carrière à ce moment-là. J'ai décidé tant qu'à repartir à zéro, parce que là, j'avais réussi à éclairer des dettes en 2022. J'ai dit, tant qu'à recommencer à zéro, je vais faire ma passion. Au pire, si je me casse la gueule, je retournerai dans un garage. Mais j'ai dit là, j'y vais all-in, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus de char, j'ai plus d'argent, j'ai plus de REER, j'ai plus de placement, j'ai plus rien. Fait que puis j'avais plus de blonde. Fait que tu sais, tout ça faisait que j'ai dit, là, je vais repartir à zéro. C'est ça ma question, parce que là, tu sais, t'as une deuxième vie qui commence, une deuxième chance. Tu te dis, bon, ben, celle-là, mon réflexe à moi, ça serait de dire, je la vis pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont comme pas suivi parce qu'eux autres, ils s'accrochaient à l'ancien Dave ou que toi, tu sentais qu'ils étaient peut-être accrochés à l'ancien puis toi, tu n'étais plus là, tu voulais t'en aller par en avant? Est-ce que ça a troublé le... Oui, il y a beaucoup de cercle. choses qui ont changé. Mais le premier sentiment que tu as, c'est de la culpabilité. On n'aurait pas tendance à croire ça, mais tu dis pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai passé à travers? Tu sais, pourquoi que le père ou la mère de famille qui a des enfants puis tout. Mon exemple est toujours Carl Tremblay des Cowboys. Qui 47 ans, ce gars-là fait lever des foules, il est adulé avec son groupe, il a sa petite famille puis tout, puis lui, il passe pas à travers d'un cancer de la prostate, t'sais. Fait que t'as ce sentiment-là de culpabilité, d'avoir fait vieillir tes parents, d'avoir fait vivre ça à ton entourage. C'est une culpabilité qui s'en va avec le temps, mais qui est encore un peu là de temps en temps. T'sais, quand que je vais souper chez mes parents, puis je regarde ma mère, puis mon père, puis là, je les regarde, puis je fais « Ouh! » Ils ont pris un petit coup de vieux, puis j'en suis en partie responsable, même si j'ai pas choisi d'avoir le cancer, tu sais. C'est sûr que ça change plein de choses aussi, sans le vouloir. Quand tu as des amitiés de longue date et que durant cette période-là, ils se manifestent pas tellement, puis que c'est des gens que tu t'attends pas du tout, qui viennent te voir à l'hôpital, qui prennent des nouvelles, puis tout. Ça brasse un petit peu tout ça, puis tu te dis, oui, c'est correct, il n'y a personne qui sait exactement comment réagir, il n'y a personne qui réagit de la même façon, mais tu te dis des fois, quand tu as une amitié depuis
15, 20 ans, 30 ans, tu sais, des fois, là, et que cette personne-là s'éclipse pendant cette période-là, puis là, quand tu te remets sur pied, elle revient, ben, tu sais, t'as un goût amer un peu, mais en même temps, tu te dis, j'aurais fait quoi? Est-ce que j'aurais été exemplaire, moi, ou j'aurais fait la même chose que lui, j'aurais fui? Fait que, tu sais, t'es pas choqué, mais t'es agréablement surpris des nouvelles personnes qui ont rentré dans ta vie dans cette période-là parce qu'ils t'ont vu au moment les plus vulnérables, puis ils étaient là. Les autres, Fait que, tu sais, ça change un peu ta perception de l'amitié. La vie de couple, quand je suis revenu vivre avec Jessie à la maison, c'est là que j'aurais eu le plus besoin d'affection, d'attention, parce que là, ton téléphone sonne plus, tu reçois plus de messages, tu sais, t'es correct, t'es guéri. T'es guéri. Mais là, cette personne-là, qui a resté forte tout au long de ce périple-là, là, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de dire « Hey, moi, la femme que j'étais, pis tout », parce que tout le monde prend des nouvelles juste du malade, mais ils prennent pas de nouvelles de toi. Ouais, parce qu'elle s'est comme mis en retrait ou elle s'est oubliée pour C'est ça. te prioriser. Mais là, toi, égoïstement, ça fait des mois que t'es le centre t'es le centre de l'attention, puis tout, puis là, du jour au lendemain, tu n'as plus d'attention. Tu sais, parce que les gens sont fatigués, les gens pensent que t'es top shape, tu sais, que t'en as plus besoin. Que tout est réglé. Fait que ça, ça a été vraiment dur. La peur que le téléphone sonne plus pour le travail, pour les contrats, tu sais, parce que on est dans une vie qui va très, très vite, puis quand tu mets un genou à terre, ben des fois, tu te fais remplacer, puis on passe au prochain, tu sais. Puis étonnamment, ben moi, le téléphone a sonné beaucoup, puis je te dirais que ma carrière a parti là, tu sais, puis à ce jour, ben tu sais, j'ai que des belles opportunités qui arrivent à moi. On parlait de culpabilité un petit peu. C'est un peu ce qui m'a amené à un moment donné, en 2022, ben, tu sais, j'ai été faire le relais pour la vie, puis j'étais un survivant. Fait que j'ai fait la marche de l'espoir. Puis j'ai eu un déclic. J'ai dit, il faut que je m'implique. Tu sais, il faut que je donne au suivant, il faut que je m'implique pour cette cause-là. Puis tu vois, je l'ai animé en 2023, 2024, 2025, puis là, on va préparer probablement le 2026. Fait que c'est ma manière de redonner, tu sais, de dire à la vie, hey, je suis content, tu m'as donné une deuxième chance, puis tout. Puis, tu sais, ça, je suis reconnaissant de tout ça. Mais oui, ça transforme une personne complètement, tu sais. Tous les contacts humains changent, ton urgence de vie, tu sais, j'avais jamais eu l'urgence de vouloir voyager, de vouloir, tu sais, j'avais consacré ma vie aux courses, tu sais, puis là, tu sais, j'ai envie de faire du bateau, j'ai envie d'essayer plein d'affaires que j'ai jamais faites. Mais ça, c'est dur de trouver une personne qui va vouloir embarquer dans cette folie-là, à moins que la personne ait vécu quelque chose comme ça. Parce que, tu sais, demain matin, là, tu rencontres une fille, toi, là, qui a eu un cancer, puis là, elle dit « Hey, on part, là, puis là, on fait le tour du monde », puis tu vas faire « Attends un peu, là. Attends un peu, là, moi, je suis pas là. » pas sur le même beat, là. C'est ça. Fait que, tu sais, quand une personne vit des situations comme ça, on a de l'empathie, on essaie de comprendre ce qu'elle a vécu, mais on peut jamais être dans sa peau, tu sais. Puis la personne qui l'a vécu sera jamais capable de te démontrer, de t'expliquer en mots comment ça a été intense. Puis, tu sais, le nombre de fois que j'ai fessé dans les murs parce que, tu sais, j'ai plus l'endurance que j'ai plus le corps que j'ai, on se fera pas de cachette, c'est un cancer du testicule, il m'en manque un, ça joue sur la sexualité, ça joue sur tout, là. Fait que là, tu sais, le gars, puis je ferai pas de cachette, le gars qui aimait beaucoup, beaucoup les femmes, ben, tu sais, là, il est limité, c'est plus la même vie, tu sais, là, c'est comme si, puis moi, j'ai une grande croyance au karma, c'est comme si le karma m'avait dit, là, tu t'es amusé beaucoup dans la vingtaine, j'ai essayé de t'envoyer des signes, t'as pas compris. Ben là, un cancer stade 4, tu vas être à genoux, puis là, tu vas comprendre. Tu sais, t'as été trop imbécile pour comprendre. Là, je vais te montrer comment ça marche, puis je vais te montrer que c'est moi qui est boss. OK. Fait que, tu sais, il y en a qui sont choqués d'avoir eu le cancer. Moi, je pense que ça a été l'éveil de la meilleure version de moi-même. OK.
j'ai grandi énormément là-dedans. Puis, j'ai la première fois, puis je te laisse aller après, là, mais j'ai une petite anecdote de la première fois que j'ai fait de la chimiothérapie. Il y avait un monsieur, je pense qu'il avait 82, puis lui était condamné. Il le maintenait juste avec des tests expérimentaux, puis tout, juste pour qu'il soit bien, puis tout, mais son cancer, là, si ce traitement-là ne fonctionnait pas, c'était fini. Puis lui, il vient me voir, puis j'étais pas mal le plus jeune en oncologie dans mes traitements. Puis il me dit, mon petit gars, il dit, sache que la vie donne ses plus gros combats à ses soldats les plus forts. Et je te jure que cette phrase-là va me suivre le reste de ma vie. J'ai trouvé ça tellement rempli de sagesse et d'intelligence. Je l'avais jamais entendu avant. Puis c'est vrai. Mais je suis pas en train de dire, il y en a qui vivent plein de combats. On a tous des combats différents. Puis la vie nous donne des combats qu'on est capable d'affronter. Puis ça veut pas dire que mon combat est... tu sais, quelqu'un qui a un accident d'auto, là, ça peut être encore pire que moi parce que moi, j'ai presque pas gardé de séquelles de tout ça. T'sais, oui, j'ai moins de force physique, oui, j'ai moins d'endurance, j'ai des engourdissements dans les jambes, mais puis peut-être une migraine par mois quand que je pousse trop en machine. Mais la personne qui a eu le bassin cassé, puis un fémur, puis qui a eu un traumatisme crânien, c'est bien pire que moi. Parce que elle, si elle l'a eu à la même âge que moi, elle, ça va hypothéquer le reste de sa vie. Moi, j'ai la chance d'être en santé puis d'avoir probablement une super belle vie là, pour le reste de ma vie si je fais pas d'excès. Si je fais attention à moi. Parce que l'oncologue me l'a dit, c'est pas grave que tu prennes une coupe de rum and coke. C'est pas grave que tu prennes du fast-food de temps en temps. Ce qui est grave, c'est les excès. Okay. C'est ça qui est le pire. Elle dit, tu deviendras pas un saint-homme, là. Tu vas en faire encore des excès, puis tu vas en faire des nuits que tu vas dormir 5 heures. Mais c'est l'acharnement à vouloir faire une vie à la Éric Lapointe qui fait que... Puis même encore, Éric Lapointe, ça va quand même très bien, là. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, puis je dis Éric Lapointe, puis j'ai un grand respect pour Éric, là, tu sais, c'était pas pour le planter du tout. Mais je veux dire, tu sais... Moi, j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts toute ma vingtaine, tu sais, pas dormir, les drogues, l'alcool, tu sais, sortir d'un bar, courser, travailler en débile, tu sais, je me suis pas privé de rien, j'ai abusé de pas mal tout ce que je pouvais abuser, tu sais. J'ai vécu 2 jeunesses, j'en ai revécu une à 30 ans avant de retomber en couple avec Jessie. Tu sais, fait que moi, j'ai été all-in jusque-là. C'est peut-être ça que je trouve dur maintenant. Faut que je me dose énormément. C'est pas juste le cancer, je pense que c'est l'arrivée de la quarantaine dans quelques mois. Je pense que l'oncologue, elle me dit tout le temps, t'en as plus de traces de cancer, tout est beau. Elle dit là, va peut-être falloir que tu penses que c'est la quarantaine aussi qui t'atteint. Qui va te limiter. Ouais. Est-ce que c'est une préoccupation pour toi? Parce que là, t'es guéri, il n'y a plus rien. Est-ce que ça reste dans le derrière de la tête? Est-ce qu'il y a une chance que ça revienne? Est-ce qu'on pense à ça? Ben, comme je te dis depuis le début, moi, je suis quand même assez positif. En plus, ils ont enlevé la souche du cancer. Les 2 masses qui restaient, j'en avais une près de la jugulaire, là, sur la clavicule. Ils l'ont enlevée. Ils ont enlevé la grosse qui restait dans mon poumon droit. Puis tout ce qu'ils ont enlevé était de la nécrose, même dans le testicule. Fait que j'ai l'impression, je fais confiance à la vie, mais tu sais, comme mon oncologue m'a dit, il y a autant de chances que toi demain matin que t'en aies un, que moi j'en ai un deuxième. Tu sais, elle dit, on peut pas vraiment le prévoir. Elle dit, le type de cancer que tu as eu, t'en auras pas. Okay. T'en auras plus comme ça. Tu sais, parce que les cancers testiculaires, ben, tu sais, c'est entre 20 et 35. Tu sais, moi, j'étais même limite, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr, je suis pas à l'abri d'avoir un cancer colorectal ou... Mais ça sera pas une récidive. Mais ça serait pas une récidive, ça serait un nouveau cancer, tu sais. Mais, tu sais,
je fais confiance à la vie, puis je me dis, elle m'en a donné un. Elle pourrait, tu sais, j'aimerais ça être correct au moins 30 ans, là, tu sais, puis profiter de la vie comme il faut. J'y fais attention, j'essaie d'être le meilleur être humain possible, mais on ne sait pas. Tu sais, mais non, je pense jamais à ça. En toute honnêteté, là, parce que tu m'en parles, là, mais tu sais, les chances sont moins de 1%, puis tu sais, j'ai pas... je fais beaucoup plus attention qu'avant, tu sais, je dors 8-10 heures le plus souvent que je peux, je mange 3 repas. Tu sais, ça arrivait pas souvent avant. Ton hygiène de vie est beaucoup meilleure. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis j'élimine beaucoup le stress. Même si je le ressentais pas, mon corps, lui, ressentait le stress. Tu sais, moi, je me mets tout le temps un peu en danger, tout le temps hors de ma zone de confort. Fait que, tu sais, veux pas... je fais pas d'anxiété, je fais pas de stress, mais le corps, ça le stress pareil. Tu sais, quand tu fais 20 ans de course... ou des animations devant des foules de 3, 4, 5 000 personnes. Tu sais, veux pas, il y a toujours une petite adrénaline, un petit stress que je ressentais pas ou que j'analysais pas tant que ça. Tu sais. OK. Fait que... c'est ça. On parlait de ton livre tantôt. Est-ce qu'il est dû pour quand? J'aimerais beaucoup qu'il sorte avant l'automne pour participer à Procure puis qu'il tombe dans ce moment-là. C'est sûr que j'ai beaucoup de projets. Là, le Grand Prix Skidoo de Valcourt, c'est 13, 14, 15 février. Fait que là, je suis la tête là-dedans. On est une petite équipe. Fait que je vais essayer d'en faire le plus possible pendant le temps des fêtes. J'ai une version 1 qui est complétée, qui est corrigée. Fait que là, je suis comme rendu version 2. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais aller à la maison d'édition parce que j'ai approché 2 ou 3 maisons d'édition. Fait que j'irai peut-être en mars. Fait que quelque part à l'automne, ça devrait être sorti. Puis, ce qui est particulier dans ton livre, c'est que tu as demandé à des personnes qui ont vécu la maladie avec toi d'écrire certains passages. Ouais. Je suis curieux. Est-ce que tu as appris des choses en regardant le fil de l'histoire à travers leurs yeux à eux? Un petit peu de... Ben, je suis quand même très proche de ma mère. On se parle beaucoup. Fait que j'ai pas tant appris avec ma mère parce qu'on s'en parlait. J'attends la version de mon frère. Okay. Incessamment, il est en train de... J'ai envoyé des... C'est pas un super grand lecteur. Fait que j'ai envoyé des parties que je voulais qu'il travaille. Okay. Qui participent. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ça m'a fait ça nous shake un peu tout le temps dedans quand une personne proche, tu sais, Jessie a parlé de son histoire, tu sais, comment qu'elle l'a vécu, puis tu sais, de voir comment ça y a fait de la peine, puis c'est une très très bonne personne, même si à ce jour on n'est plus ensemble. Tu sais, je vais toujours garder un amour pour cette personne-là, tu sais, elle a été là pour moi, tu sais, je suis reconnaissant au maximum pour ça. J'ai un... T'sais, moi, quand je me suis séparé, je voulais pas réellement retourner chez mes parents et j'ai tout laissé, les meubles, tout laissé à Jessie parce que je voulais pas la laisser dans la misère et tout. Puis j'ai été vivre avec un ami qui est mon coloc, Joël. Lui était mon boss à la dernière piste de course que j'ai animée avant mon cancer. Okay. Puis moi, j'avais jamais eu de coloc de ma vie. Tu sais, parce que j'ai pas fait de cégep, pas fait d'université, j'étais pas très assidu à l'école. Puis Joël est rentré dans ma vie. Il faisait de la course quand j'étais jeune. C'était un de mes idoles de jeunesse. Okay. Tu sais, j'ai des autographes et tout de lui. Ouais, puis on s'était perdu un peu de vue. Puis lui est devenu promoteur d'une petite piste de course qu'il avait à Saint-Guillaume. Puis en 2021, ben, j'étais la voix, j'étais l'animateur de cette piste de course-là jusqu'à temps que je tombe malade. Joël a été le premier à en parler sur les réseaux sociaux puis à me soutenir dans tout ça. Un des seuls qui est venu me voir à l'hôpital a déboursé de sa poche pour faire une nouvelle carrosserie sur ma voiture de course aux couleurs de mon idole de jeunesse, un Américain, Doug Hoffman. Puis... on se ramasse par hasard au Shaker. Une avant-veille de Noël, il a perdu son père. Son père avait fait un AVC beaucoup plus jeune, puis là, il en a refait un autre, puis là, ben, il est parti.
Puis il était très proche de son père, autant que moi, je suis proche de mon père. Puis moi et Jessie, on venait de se séparer, ou c'était pour se faire. En tout cas, ça allait pas bien. Puis là, on est assis ensemble, puis on parle de tout et de rien. On parle de nos pères, on parle de courses, on parle des femmes, comment c'est compliqué. On parle de plein de choses. Puis finalement, il me dit, écoute, j'ai un duplex avec ma mère. Il dit, moi, j'habite en haut, mais c'est un 6,5. Fait que j'ai une chance si tu veux pas retourner chez tes parents et tout. Il dit, tu sais, on peut faire un bout ensemble, je vais t'aider. Puis il faut savoir que lui, quand j'ai retourné vivre chez Jessie, j'avais pas d'auto. Puis on habitait à Saint-Majoric, puis il m'a prêté l'auto de la piste de course. Fait que tu sais, Joël est devenu l'un des amis les plus importants de ma vie. Tu sais, une amitié d'adulte, là. Mhm. Tu sais, lui, il en est l'exemple. Tu sais, ça a été... puis même si on a une différence d'âge un peu, tu sais, j'ai 39, il a 54, on a une passion commune, puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu, puis beaucoup de sagesse, puis des fois, tu sais, moi, j'arrive, puis j'ai une situation, puis là, j'y compte ça, puis là, il me dit « Ouais, mais t'as-tu pensé à ça? T'as-tu vu ça de cet angle-là? » Fait que ça m'a fait beaucoup évoluer, ça m'a beaucoup aidé à me remettre sur pied. Puis, tu sais, lui était fragile aussi, il avait perdu son père. Fait que je pense qu'on s'est comme co-aidé dans tout ça. Puis, ça a fait une super belle amitié. C'est une des belles fiertés que j'ai des dernières années, tu sais, cette amitié-là. Il y en a plusieurs, tu sais, qui sont nés d'après ça et tout. Tu sais, moi, j'ai une grosse passion pour la musique. Puis, c'est plate parce que j'ai du beat autant qu'une patte de chaise, mais mais j'adore jouer de la musique, tu sais, puis j'ai la chance d'avoir des amis de Drummondville qui jouent de la musique, tu sais, mon ami Charles Guillemette qui a Mystery Machine, puis Mel Martin qui est animatrice à Énergie, puis tout, tu sais, quand là, on a des projets communs, on fait toute la partie musicale ensemble pour le relais pour la vie, puis... tu sais, je vais à tous leurs spectacles, puis tu sais, on a une belle chimie, puis ben, tu sais, c'est greffé à ça plein d'amis musiciens. Fait que tu sais, c'est tout un volet que j'avais jamais pris le temps de travailler parce que c'était course. Mes vacances, c'était des courses. Tout était des courses. Fait que, tu sais, je passais mon temps dans le garage ou sur des pistes de course ou à écrire des trucs, ces courses. Fait que là, côté projet, on a le livre qu'on espère pouvoir sortir pour l'automne. Ouais. Sinon, tu travailles à temps plein pour le Grand Prix de Valcourt qui est en février. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'agenda? Parce que t'es deuxième vie occupée. Oui, mais c'est tous des projets tripants. Tu sais, moi, mon rêve de petit garçon était un jour d'animer des courses de NASCAR, des courses de stockade à RDS avec Didier Scranen, qui est la voix depuis le tout début. Puis le 21 septembre 2024, j'ai eu l'opportunité d'être son analyste. Puis pas à RDS 2, pas à RDS... tu sais, il y a 2-3 RDS, le vrai RDS, tu sais. Puis ça s'est super bien passé, puis ça a fait ouvrir les yeux de plusieurs. Puis ben l'an dernier, ben j'ai eu mon premier contrat télévision à TVA Sport, puis j'étais l'analyste de NASCAR Canada, puis au moment de se parler, ben tu sais, je sais déjà que je reviens en 2026, fait que ça c'est... Merci. Fait que tu sais, ça c'est un rêve de petit garçon, mais moi j'ai pas de cours en communication, j'ai pas de cours en animation, c'est juste que ça fait 15 ans que j'anime des événements à moins 42 sur un lac, puis à plus 48 d'une canicule à Deschambault du motocross, tu sais. Puis, tu sais, il y a différentes affaires qui s'en viennent. J'aimerais ça jouer un petit peu plus dans le volet musical aussi. Tu sais, j'étais en discussion, j'aimerais ça, le show de la rentrée, tu sais, peut-être présenter les artistes et tout. Fait que, tu sais, je fais un projet en parallèle avec l'organisateur, là, avec... Patrick. Fait que je sais pas. Tu sais, je laisse la vie me guider, mais je me mets pas de stop. C'est sûr que côté vie sentimentale, c'est plus difficile. Tu sais, ça fait 3 ans que je suis célibataire, mais je vis bien avec ça. Tu sais, c'est correct. Ça se passe quand même très bien, là. C'est pas facile d'être en couple en 2025. Mais en même temps, tu as une vie super occupée. Ouais. Beaucoup de visibilité aussi. Oui.
le Grand Prix, c'est à temps plein. RDS, c'est à temps plein aussi. TVA, Ah, ouais. TVA Sport, TVA Sport. non, c'est 12 rendez-vous entre mai et septembre. OK. Fait que je suis plus un sous-traitant. Oui, mettons, c'est TVA Sport qui me paye, mais c'est NASCAR Canada qui choisit son équipe. Fait que tu sais, par la force des choses, oui, je travaille pour TVA Sport, mais je suis plus un sous-traitant que... OK. Puis à travers ça, ben, il y a ce que tu fais avec nous pour la conscientisation pour les cancers masculins. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est venu rapidement après? T'impliquer dans ça, comme tu disais, tu avais ce sentiment-là de vouloir remettre. Est-ce que, tu m'as parlé tantôt, tu avais fait une conférence dans une école. Est-ce que ça, c'est des choses que tu aimerais répéter? Oui, j'aimerais ça beaucoup. Tu sais, c'est pour ça que quand tu m'as proposé de venir au podcast, je trouve que c'est important. Je trouve que plus on va être capable de tapisser le web de prévention, d'histoires comme ça, je pense que ça va faire une grosse différence. Puis oui, j'ai la chance d'être à l'aise, d'être volubile, comme je me fais dire. Fait que oui, si je peux m'impliquer à essayer d'aider. Le relais pour la vie, c'est une cause qui est importante. C'est le cancer, c'est la Société canadienne. Procure peut-être me collerait un peu plus à la peau parce que c'est des cancers masculins. Ouais. Mais j'ai pas de préférence de cause. Je pense que tous les cancers sont importants parce que oui, j'ai vécu un cancer masculin, mais j'ai des amis qui ont eu d'autres sortes de cancers, puis je pense que c'est important d'aider à faire avancer le progrès, puis par-dessus tout, de faire du dépistage. C'est tellement ça qui est la clé, là, de s'écouter un peu plus, de se tâter. Ouais. Je pense que ça prévient... c'est beaucoup moins dur sur l'orgueil d'aller se faire un test de la prostate que de perdre ses cheveux, de perdre sa barbe, de perdre sa virilité, puis d'être vulnérable. Je pense que ce petit test-là qui va être inconfortable pendant 10 minutes va faire toute une différence. Puis, là, je parle comme le gars qui l'a vécu, puis oui, je me mets à la place de tous ceux qui étaient comme moi 5 ans avant mon cancer, puis c'est sûr, je me ferais pas rentrer un doigt là, mais où je me ferais pas tâter ça par quelqu'un, puis mais je pense qu'avec toute la souffrance que ça engendre, tout qu'est-ce que le bordel, le tsunami que ça met dans ta vie, je pense que ce petit test-là vaut la peine. 10 minutes pour éviter tout ce que tu nous as jasé aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça vaut la peine. Je pense que oui. Mais un gros merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui.